Alors donc la mort du jeune Anthony, 19 ans, tué par un bijoutier qu'il venait de braquer avec un complice, mais le pays sans dessus dessous, en tout cas au moins déjà la ville de Nice. Si François Hollande a affirmé dimanche soir, c'est à la justice de faire justice et à personne d'autre. La page de soutien au bijoutier sur Facebook, entre autres, a atteint les 1,5 million de likes. Quel que soit le crédit que l'on peut faire au comptage, il est certain, rappelle le Parisien aujourd'hui, qu'au fond cette page n'est pas pipotée. On peut se poser des questions sur une page qui fait polémique, mais qu'elle reflète bien tout de même une très grande émotion. Il y a eu également hier une manifestation de soutien spontanée à Nice qui a rassemblé 1 millier de personnes. Alors à l'heure où le projet de la réforme pénale, et notamment sur la récidive, initié par Christiane Taubira, a été validé par François Hollande après un arbitrage entre les recommandations de la ministre de la Justice et celles de Manuel Valls. Le fait divers de Nice repose la question du droit et que dit le droit français dans cette affaire. Pouvons-nous faire d'ailleurs et comment faire la distinction, et faisons-la avec les hommes de l'art, la distinction entre autodéfense, légitime défense, et puis aussi plus largement ensuite dans la partie débat, en quoi consiste cette réforme pénale et pourquoi suscite-t-elle autant de débats. Pour répondre à toutes ces questions et tenter de faire la part des choses. Au fond, le titre de l'émission, c'est « Que dit le droit ?» titre très général, mais nous essaierons de le cerner à partir des problèmes bien concrets comme celui justement de Nice. Bonjour Denis Salas. Bonjour. Magistrat, secrétaire général de l'Association française pour l'histoire de la justice, directeur scientifique de la revue Les Cahiers de la justice et chercheur à l'École des études en sciences sociales et notamment auteur en 2005 de La volonté de punir, essai sur le populisme pénal. Voilà que le titre nous fait penser évidemment à l'actualité. Puis nous sommes accompagnés, au cas où je dirais quelques bêtises, pour rectifier de ci de là et poser des questions également et donner son avis, par Antoine Garapon, le docteur justice de France Culture, magistrat, docteur en droit et bien sûr donc producteur du Bien commun chaque jeudi sur France Culture de 15h à 15h30. On voit donc ça et là, et la presse s'en fait l'écho très largement. Autopsie d'une mobilisation dans le Parisien, la visite de Manuel Valls à Nice, les questions donc sur la page qui fait polémique, avec aussi de très nombreuses réactions autour de cette fameuse page. Je voudrais qu'on démarre par là, peut-être, Denis Salas. Attention, là, ça n'est pas à Twitter de faire la justice. Mais enfin, tout de même, comment aujourd'hui le magistrat fait-il avec ces fameux réseaux sociaux et là l'ampleur en l'occurrence, et aviez-vous déjà eu affaire à une chose pareille précédemment et face à l'ampleur donc de ces manifestations? Il y a peu de précédents, mais j'ai le souvenir quand même qu'il y a quelques années, sous le précédent quinquennat, l'Institut pour la justice, qui est un institut qui défend la cause des victimes en particulier, avait initié un certain nombre de pétitions sur la toile autour de la lutte contre la récidive et avait recueilli des chiffres aussi importants que celui qu'obtient le bijoutier de Nice. Donc ce n'est pas totalement inédit. Il y a eu ce précédent qui avait été extrêmement critiqué à l'époque parce qu'effectivement, il suffit de cliquer like sur Alors, on en compte 300 par minute à peu près, pour obtenir effectivement un effet de solidarité qui, j'ajoute, est à mon avis extrêmement éphémère dans l'instant où il se produit et qui coexiste quand même, il faut le rappeler, avec une liberté assez inédite tout de même de la justice, et notamment du procureur, du parquet, dans l'exercice même de son action, puisque comme vous l'avez vu, François Hollande, à l'inverse de Nicolas Sarkozy, n'intervient pas dans le processus judiciaire. La justice, toute la justice, rien que la justice, a-t-il dit, alors qu'effectivement, dans le passé, c'était exactement l'inverse, avec les effets de populisme pénal que j'avais dénoncés à l'époque. Alors sur les fameux chiffres de cette page, le Parisien aujourd'hui pose la question, les chiffres sont-ils gonflés? Et Antoine Chilot et Tanguy de L'Épinay répondent non. L'hypothèse d'un achat masqué de likes low cost à l'étranger ne tient pas dans cette affaire. Selon des calculs réalisés à partir des données rendues publiques par Facebook, l'immense majorité des fameux likes provient de France. Cela contredit donc l'estimation diffusée samedi qui se basait alors sur une statistique incomplète de l'outil social Baker. Je voudrais vous faire écouter quelques-unes de ces réactions. La petite équipe des matins est allée sur Facebook à regarder et à la façon très bressonienne, recto tono, d'en donner quelques-unes pour vous les faire entendre. Tanguy Blum, Antoine Beauchamp, Francesca Fossati, Claire Duisabo. Arthur A, 22 ans, Osgore.
Ce n'est autre qu'un geste de vengeance de la part du bijoutier. Il n'avait en aucun cas le droit de lui tirer dans le dos, surtout n'étant plus en danger lui-même. Vous voulez légaliser les armes à feu pour l'autodéfense? Partez aux États-Unis. Anne-Marie C. Si au lieu de braquer un bijoutier, il avait été au boulot, ou s'il avait été derrière les barreaux, tout ceci ne serait pas arrivé. Nicolai E. La France, le pays où les coupables sont victimes et les victimes sont coupables. Vanessa T. Toulouse, 25 ans. Taubira démission. La peur doit changer de camp. Romain M. La vérité, c'est que le gouvernement n'a aucune réponse face à ce fait divers. Alors il utilise tous les moyens pour diviser, intimider ses détracteurs au lieu de réfléchir et participer au débat. Au lieu de s'occuper de la Syrie, occupons-nous de la France. Charles-Henri D. Nice, 54 ans. Meurtre d'un honnête citoyen par une racaille, prison directe. Meurtre d'une racaille par un honnête citoyen, médaille du mérite. Point barre. Bravo à tous les soutiens du bijoutier. Donc aux gros beaufs fachos de gauche qui soutiennent les racailles. Bravo à tous les soutiens. Pour un arabe qui reste dans la rue, même après plusieurs délits. Laissons la justice faire La son boulot. justice ne tient pas assez la police. Et avec la nouvelle loi, pauvre de nous. Pauvre de nous dans ce choix de quelques citations. Denis Salas. Il y a manifestement l'expression d'une solidarité et d'une revendication de légitime défense qui est très confuse. Il y a à la fois un élan émotionnel qu'on peut comprendre à l'égard de ce bijoutier et en même temps un arrière-plan politique qui consiste à dénoncer à travers cet épisode les lois, le projet de loi de Mme Taubira qui se situe sur un tout autre plan, on en parlera peut-être tout à l'heure, actuellement. Donc il faut faire la part des choses et rappeler ce qu'a fait effectivement le procureur dans cette confusion de la parole publique, qu'il y a une ligne à suivre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la légitime défense et comment la définir par rapport à l'autodéfense. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, je vous en prie, allez-y, répondrez. D'abord, là, est-ce qu'on sait exactement, ce qu'il est dit clairement pour l'instant, c'est que ça n'est pas dans un cas de légitime défense. Au stade où on en est, et notamment après les faits, le procureur, quand il a pris la parole, moi j'appellerais pas ça une communication, c'est comme une parole institutionnelle qui s'installe dans la confusion ou dans l'émotion générale. C'est très, très important de placer un axe de ce type. Donc au stade où il en est, il constate que le bijoutier avait effectivement une arme illégalement, qu'il a été agressé, il ne nie pas l'existence d'un contexte particulier, bien sûr. Mais qu'il a tiré dans le dos. À très peu de distance, apparemment, d'après ce qu'on sait. Donc, la qualification d'homicide volontaire est pratiquement impossible à écarter. Donc, il l'a retenu. C'est un premier pouvoir nommé les actes dans le climat général de confusion qui l'entoure. Et puis, la deuxième décision, il ne l'a pas mis en détention. Il ne l'a pas mis en détention, il a laissé en liberté, parce que la loi lui permet de le faire, en l'assignant à résidence avec un bracelet électronique. Et cette double décision, expliquée publiquement par la conférence de presse, donc vous avez à la fois des décisions institutionnelles internes, mais qui sont communiquées démocratiquement au public, permet quand même d'atténuer le climat général d'émotion qui entoure cette affaire, et de donner le sentiment que la justice intervient de manière impartiale, malgré l'environnement qui le menace en quelque sorte, et qui va tracer une route. J'ajoute que le récit proposé par le procureur est ouvert. Il ouvre une information, donc il désigne un juge d'instruction, même deux juges d'instruction, qui vont ensuite avoir leur propre appréciation. Et c'est à ce moment-là seulement que l'on saura, en fonction des expertises balistiques ou des témoignages, etc., s'il y a ou non légitime défense. Mais au moment où il parle, au moment où il prend ses décisions, il ne peut pas constater qu'il y a légitime défense. Antoine Garapon. Oui, c'est-à-dire que tout le problème de la justice, c'est de nous placer sous la juridiction du droit et non sous la juridiction des émotions. Et c'est vraiment le premier travail de la justice de s'abstraire de cette émotion. Alors je crois que ce qui est intéressant à travers les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une nouvelle forme d'expression à l'opinion publique. L'opinion publique a toujours pesé sur la justice. La foule choisissait Barabbas. Et donc c'est vraiment une donnée, une composante essentielle de la justice.
Mais c'est aussi le rôle fondamental de la justice que de s'en abstraire. Je ferai observer que dans l'affaire d'Outreau, qui a tant secoué la justice, ce à quoi on a assisté, c'est à la très grande versatilité de l'opinion publique, qui a d'abord réclamé plus de répression de la part du juge d'instruction. Il a relâché les violeurs, le titre de La Voix du Nord. Et puis, tout d'un coup, l'opinion fait volte-face et elle prend parti contre la justice. Et j'allais dire, c'est tout à fait légitime. Ça pèse sur magistrats ou pas, ça? Et oui, sur les avocats aussi, d'ailleurs. Ces questions d'opinion publique et d'émotion. Ça pèse vraiment? Bien sûr. Est-ce que vous êtes assez... bien sûr, et ça pèsera. C'est le cuir pour ne pas y être sensible. Alors, je crois que ça pèse par le jeu des institutions démocratiques. C'est-à-dire qu'on constate toujours que les magistrats, sur le long terme, sont en phase avec l'opinion. Quand l'opinion tolère, réprouve de plus en plus l'usage de drogue, il y a une surrépression de la drogue. Et donc, ce qu'est le jeu normal des institutions, c'est qu'il y a un filtre institutionnel par le Parlement pour enregistrer en quelque sorte ces demandes et prendre les lois, les dispositions législatives. Et donc c'est tout à fait légitime, normal qu'il y ait une pression, mais une pression médiatisée par les institutions, par la loi, par le législateur, et certainement pas de pression directe. Alors il y a la question médiatique, il y a la question politique. Comment pouvez-vous nous dire, comment observez-vous le fait qu'il y ait tout de même eu, par exemple, le maire de Nice, dans les rangs hier des manifestants pour défendre le bijoutier en question? Alors, ce qui est certain, c'est que la question de la sécurité se pose de plus en plus politiquement. C'est un grand phénomène de ces dernières années. Ça devient un thème politique. Ce n'est plus... Et les faits divers sont des faits signifiants politiquement. Donc, dans ce sens-là, on assiste effectivement à une demande de plus en plus grande de sécurité. Ça traverse toutes les sociétés démocratiques. Et personnellement, j'en prends acte. Et je pense que le rôle de la justice, le rôle de la police, c'est bien sûr d'assurer la sécurité. Et le rôle de la justice aussi. Mais ça ne peut pas être l'objectif final, l'objectif premier de la justice, comme ça a été rappelé d'ailleurs ce week-end, c'est de rendre la justice. Mais ce qui suppose effectivement qu'il y ait une parole qui restitue la place du droit dans l'exploitation politique ou médiatique de cette émotion. Et je trouve très intéressant que la légitime défense soit construite juridiquement contre la vengeance. Ah oui, alors attendez, vous nous redonnez bien, enfin en 2 mots, c'est quoi exactement? Alors quand ai-je le droit de me défendre légitimement, la légitime défense, et quel est le distinguo avec l'autodéfense? C'est très simple. L'autodéfense, c'est une réaction, je dirais presque immédiate et sauvage à l'égard d'une agression qui avait été légitimée il y a très longtemps comme un droit naturel de se défendre, qui maintenant ne l'est plus, puisque maintenant nous avons la légitime défense, qui suppose effectivement, Code Napoléon de 1810, mais une très grande tradition derrière une grande jurisprudence, qui suppose une réaction immédiate à l'acte commis dont je suis victime, qui suppose une proportionnalité entre l'acte commis et celui dont je suis moi-même victime. Donc là, on a un pistolet automatique qui réagit à un fusil à pompe, donc on voit bien qu'il y a une proportionnalité. Et puis également une nécessité de l'acte, c'est-à-dire il faut que ce soit pour préserver ma propre vie. Ces 3 définition ne colle pas tout à fait avec l'affaire de Nice. Donc il faudra beaucoup de talent interprétatif, je dirais, pour les avocats pour retrouver leur marque. Mais j'observe surtout que ces 3 conditions que je viens d'évoquer sont construites exactement en opposition avec la vengeance. La vengeance est immédiate, démesurée, spontanée, alors que la légitime défense est proportionnée, mesurée. Donc on voit bien comment le droit construit la légitime défense pour faire barrage à la vengeance, afin d'éviter la propagation infinie de sa violence de proche en proche, comme effectivement on a pu l'observer. Pour faire toujours la part des choses comme nous aimons bien le faire au matin, tout de même, alors donc il y a effectivement un bruit médiatique auquel nous participons nous-mêmes en ce moment sur cette affaire-là, mais tout de même, justement, remettons les pendules à l'heure, est-ce qu'on constate aujourd'hui avec le sentiment, et je dis d'insécurité qu'il y a dans ce pays, une recrudescence de violence et d'actes comme celui-ci? Faut-il en tout cas la craindre éventuellement, ou est-ce qu'on est dans une forme d'étiage à peu près, je dirais, normale? Est-ce qu'on est dans des chiffres de violence qui recoupent les statistiques sur le long terme? Si on prend la fameuse culture de la violence dont on parle souvent en sociologie, si on prend notamment le taux des homicides par pays, on constate qu'il y a une stabilité du taux des homicides depuis une trentaine d'années dans notre pays, autour de 2000 par an à peu près, sans qu'il y ait de progression
varie pas non, plus que ça. ça ne varie pas. Donc, mais en même temps, il y a des écarts régionaux aux États-Unis entre les différents États, et en France, selon que vous êtes en Corse ou en Bretagne, évidemment, la proportion, ou à Marseille, Selon qu'on est en Corse ou à Marseille, ou à oui. Marseille n'est pas la même. Mais globalement, selon le taux de détention d'armes et selon la culture de la violence qui est partagée dans telle ou telle région, il y a globalement une stabilité, ce que Norbert Elias s'appelait une pacification des mœurs, une stabilité de la culture de la violence dans son quantum de chiffres, en tout cas. Le sentiment d'insécurité, cela dit, viendrait tout de même de ce qu'il y a un fait objectif, c'est-à-dire une augmentation des cambriolages dans des zones périurbaines et dans les campagnes, ce qui, selon des études, indique que le bouche-à-oreille fonctionnant plus terriblement, ces cambriolages étant en augmentation, étant extrêmement diffusés, au fond, par à la fois l'information, la presse locale, donne aux gens le sentiment d'insécurité plus grand. Oui, Est-ce que c'est difficile de répondre à votre question, Marc, parce que les chiffres ne disent pas grand-chose. C'est l'indicateur le plus fiable, ils ne disent pas grand-chose. C'est-à-dire que Denis Salas vient de parler des crimes de sang, qui sont comme celui de Nice d'ailleurs, qui sont effectivement remarquablement stables depuis très longtemps. On assiste à, mais pas récente, à une augmentation d'une violence, d'une délinquance qui gêne, de ce qu'on appelait une délinquance les incivilités. Les incivilités, le mot est un peu faible. Et on assiste également, mais ça concerne Marseille, et ça c'est un fait avéré, à une augmentation d'une violence tout à fait particulière qu'on a du mal à maîtriser. Donc, si vous voulez, expliquer. Et à expliquer. Donc on a plusieurs phénomènes, et la grande difficulté, et c'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas répondre pour la situation de Nice à votre question aujourd'hui, parce que ce sont les sociologues, les criminologues qui le feront, et tout le travail... Il faut prendre le temps et la distance, comme d'habitude. Le travail des matins, c'est d'apporter de l'intelligence et de ne pas ajouter au bruit. Et précisément cette intelligence... C'est pour ça qu'on vous a invité, cette intelligence, Marc, elle demande du temps, elle demande surtout de la paix du chercheur qui ne cherche pas à alimenter telle ou telle idéologie. Une chose aussi est tout de même étrange à appréhender dans cette histoire-là, tout de même, c'est quand même la question du statut de la victime. Il y a quand même un mort dans cette histoire. La victime, c'est le jeune homme. Oui, non. Mais justement, il faudra rendre le plan. On a vu la famille de cette victime extrêmement outrée, là aussi, du bruit médiatique autour des fameuses pages Facebook, autour du soutien des mères aux bijoutiers, qui sont très émus, très choqués. Les avocats se sont manifestés en disant que c'était quand même... il y avait un jeune homme mort dans l'histoire, là, qui était un délinquant, qui avait fait de la prison, mais qui n'était pas non plus forcément un monstre. Bon, c'est intéressant dans ce que nous avons entendu par vos reporters, il y avait cette phrase que je retiens, aujourd'hui les coupables sont victimes, les victimes sont coupables. Et je crois qu'un des premières tâches de la justice, c'est précisément de rappeler, de réaffirmer, de désigner qui est coupable, qui est victime. En l'occurrence... C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il y a deux récits. L'un parallèle. Il y a le récit de l'agression du bijoutier, où le bijoutier est victime et l'auteur agresseur, et un deuxième récit, le récit où le bijoutier est agresseur et l'ancien agresseur devient victime. Donc l'enjeu du récit médiatique, judiciaire, c'est quel récit va l'emporter sur l'autre. Est-ce que qui va être la victime ? Qui va être la victime ? L'enjeu, effectivement, de toute la pétition dont vous venez de parler, Marc, c'est précisément le fait que le bijoutier, ou ceux qui le soutiennent en général, revendiquent la place de victime pour lui et pour lui seul, afin d'effacer l'autre récit où il est agresseur, qui effectivement est moins flatteur pour lui, mais qui va conduire à son jugement. Donc l'enjeu, c'est une concurrence victimaire, dont la concurrence des récits, en quelque sorte, va être le point de débat et dans lequel la justice va avoir à agir, parce que la justice va agir sur deux plans, le premier crime et le second. Alors, il va y avoir en plus du coup... Sans les rabattre l'un sur l'autre. Fatalement aussi la question lors du débat politique, à la fois la question de la sécurité, à nouveau agitée, on n'est pas protégé, on n'est pas en sécurité dans ce pays, et puis la question de la justice. Au fond, va-t-on croire une justice, croit-on toujours en tout cas une justice qui serait impartiale devant, encore une fois, l'émotion populaire ? Oui, j'observe qu'il y a deux types de réactions politiques. Le Front National et les élus niçois ont
plaidé en quelque sorte la cause du commerçant en dénonçant l'excuse à l'égard de cette affaire et en dénonçant l'absence de légitime défense reconnue aux bijoutiers par la justice, alors que dans les autres cas, effectivement, on dénonce la culture de l'excuse, mais là, précisément, on la revendique pour les bijoutiers, soit dit entre parenthèses. Et puis les élus niçois, Estrosi et M. Ciotti, qui ont dénoncé la loi Taubira. Et une position gouvernementale qui est une position d'abstention et d'observation. Oui, mais parce que ce fait divers est un exemple de récidive et que la question de la récidive est au cœur du projet de la réforme pénale de Christiane Taubira et a suscité à gauche même aussi, pas seulement à droite, des débats et des polémiques. Antoine Garapon. Le premier travail de la justice, c'est une mise à distance. La première impartialité, elle est vis-à-vis du temps. C'est-à-dire que là, ce qu'on peut demander à la justice, c'est de se mettre à distance à la fois des émotions. Et c'est très intéressant parce que cette confusion entre l'auteur et la victime, qu'entre parenthèses, on va retrouver souvent dans la justice. Ouais. C'est pas du tout. C'est pas nouveau. C'est pas du tout nouveau. C'est pas du tout nouveau. Ayant été juge des enfants, dans les problèmes des mauvais traitements et notamment des abus sexuels, on sait qu'une proportion très importante des auteurs sont d'anciennes victimes. Et donc tout le travail de la justice sera précisément de faire la part des choses. Pour ceux qui seraient sur 8h16, la chronique de Brice Couturier. Rebonjour Brice. Rebonjour Marc. Alain Madelin aurait dit, je cite le tout dernier livre de François Langlais, La fin de la mondialisation, où j'ai trouvé cette citation admirable. Lorsque face à un phénomène qui semble inexplicable, on a le choix entre la thèse de la conspiration ou celle de la paresse intellectuelle, c'est en général la seconde explication qu'il faut retenir. La gauche critique, éberluée devant le succès de la page Facebook consacrée à la défense de l'artisan bijoutier Stéphane Turc, a cru pouvoir lui opposer le contre-feu habituel. C'est un complot. Les 1 600 000 likes qu'elle a attirés en 4 jours auraient été achetés. La preuve, une société spécialisée dans leur décompte, Social Bakers, estimait dimanche que 80% des clics provenaient de l'étranger. Mais Le Monde d'hier fait justice de cette rumeur en affirmant, je cite, que les données et témoignages récoltés pendant le week-end ont peu à peu écarté la possibilité d'un bidonnage d'une telle ampleur. Le journaliste Michel Chadowski, auteur de cet article, écrit plus bas « Les dizaines de milliers de réactions qui accompagnent désormais chaque message de soutien aux bijoutiers ne laissent par ailleurs que peu de doute sur la réalité de la forte expression d'un ras-le-bol des citoyens de ce pays, pour reprendre l'un des commentaires de la page Facebook. » Fin de citation du Monde. Sur le site de l'Express, on explique ce matin que la société Social Bakers a été en effet débordée dans un premier temps par l'afflux soudain de likes, qu'elle avait d'abord classé par erreur comme en provenance de minor countries et qu'elle a ensuite réintégré comme bel et bien français. Chacun penchera bien sûr vers l'explication qui conforte le mieux ses propres préjugés. Mais pourquoi s'étonner que le sort de cet artisan, né au Liban, déjà cambriolé une fois, agressé et battu par des délinquants multirécidivistes, l'un de 19 ans, condamné 14 fois par la justice, pourquoi s'étonner que cela provoque une émotion populaire ? Si son agresseur avait été en prison, murmure le bon sens populaire, il n'aurait pas agressé et volé M. Turc, celui-ci n'aurait pas fait feu sur le scooter qui s'enfuyait, emportant le fruit de son travail, et M. Turc ne risquerait pas de se retrouver lui-même en prison. Les sondages le montrent de manière concordante, et ce depuis des années. L'opinion estime que la justice est trop clémente envers les récidivistes. 87% des sondés cet été sont de cet avis. 74% des mêmes sondés estiment que les peines prononcées à l'encontre des délinquants mineurs ne sont pas assez sévères, dont 85% des électeurs de droite et 61% des électeurs de gauche. Alors la droite politique est globalement en phase avec son électorat. On se souvient que sous Nicolas Sarkozy, le Parlement légiférait tous les 6 mois afin de durcir l'arsenal répressif de la justice. Et on l'a rappelé tout à l'heure, le député maire de Nice, Christian Estrosi, déclare sur Twitter « La première victime, celle qui a été menacée de mort, c'est le bijoutier et je suis toujours du côté des victimes. » Mais l'opposition, elle, est profondément divisée entre une gauche angélique dont la tendance spontanée est à voir en tout délinquant une victime d'une société injuste et une gauche sécuritaire, sans doute plus en phase avec l'électorat, le ministre de l'Intérieur faisant bien sûr partie de cette dernière. Il y a 2 semaines, Manuel Valls a salué comme un acte de bravoure le geste de ce tout juste retraité, Jacques Blondel, qui a été assassiné en tentant d'arrêter, en les poursuivant en voiture, 2 malfaiteurs qui
fuyait en scooter après le braquage d'un bureau de tabac. Alors je voudrais poser cette question. Si l'un des deux braqueurs avait été tué à la place de cet ancien directeur du comité d'entreprise d'Air France, serait-il encore célébré comme un héros ? Monsieur Blondel, ou serait-il mis en examen pour homicide volontaire comme l'est ce matin Stéphane Turc? Faut-il opposer donc l'humanisme pénal d'idéologues coupés du terrain, contre lequel polémique avec brio Alain Laurent dans un essai qui vient de sortir et qui s'appelle « En finir avec l'angélisme pénal ». Faut-il l'opposer à une gauche qui serait peut-être plus électoraliste, contaminée par ce que vous appelez, Denis Salas, le populisme pénal? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr je vois Antoine Garapon sur les starting blocks. Non, je refuse les termes du débat. Je crois que la question n'est pas entre l'humanisme ou le réalisme, l'angélisme ou la dureté de la répression. Je crois qu'il y a eu une avancée importante ces derniers mois qui était la conférence de consensus. La conférence de consensus, c'était précisément de réunir du savoir, réunir des connaissances, de l'intelligence autour du phénomène délinquant. Organisé par le ministre de la Justice. Avec des gens qui reflétaient ses propres opinions, puisque le clan d'en face n'était pas invité. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Le consensus était facile à obtenir dans ces conditions. Vous ne pouvez pas dire ça. Il y a des gens qui n'ont pas accepté de répondre à l'invitation et c'était présidé par une juge étrangère. Et j'insiste sur l'étranger parce que le phénomène criminel est un phénomène qui affecte toutes les sociétés, et notamment les sociétés démocratiques. Donc on réfléchit dessus et on a acquis quand même un certain nombre de connaissances. Et parmi ces connaissances, on sait que la récidive, la fameuse récidive, concerne les petits délits. Je ne connais pas le casier judiciaire et le passé judiciaire de cet individu, mais il est très probable qu'il ait été condamné pour des petites choses qui ne méritaient pas une sanction plus sévère. Donc, si vous voulez, la récidive ne concerne pas du tout les crimes graves. Il avait été condamné 14 fois par un tribunal pour enfants et un tribunal correctionnel, explique Éric Bedos, le procureur de Nice. Le jeune homme avait effectué son dernier séjour en prison à Grasse entre les mois d'octobre 2011 et d'août 2013, avant de bénéficier d'un placement sous bracelet électronique. Ouais, donc, une surveillance qui avait pris moins de 15 jours avant le braquage. Est-ce qu'on peut parler de laxisme dans lequel il a perdu la vie? Je viens de l'apprendre, incarcéré par les différentes juridictions. Pour être incarcéré, il fallait que ce soit des délits assez sérieux. C'était pas des petits vols à l'étalage. Preuve de laxisme à partir du moment où on sait qu'il a été incarcéré et qu'il était peut-être sortant de prison à ce moment-là. Non, moi je voudrais insister quand même sur le fait, effectivement, comme vient de le dire Antoine, que effectivement on n'est pas sur le même plan. Les réformes proposées par Mme Taubira sont des réformes qui touchent la petite délinquance. La fameuse contrainte pénale ne concerne pas la grande criminalité, les homicides ou les vols aggravés. Et sur ce registre-là, effectivement, de la délinquance petite et moyenne, toutes les études internationales, indépendamment de celles qui ont été reflétées par la conférence de consensus, montrent que la case prison n'est pas efficace dans la lutte contre la récidive. C'est la case réinsertion qui est réellement efficace. C'est quelque chose que nous savons, que nous voulons dire avec force et que Mme Taubira veut mettre en œuvre pour cette catégorie de délits, Brice Couturier, pas pour la délinquance dont nous parlions jusqu'à présent dans l'émission. À partir de là, cette réforme est parfaitement légitime, si vous voulez. Et c'était pas faire preuve d'angélisme que pour cette catégorie de délits dont je viens de parler, nous réfléchissions aux raisons effectives qui permettent de diminuer la délinquance. Je vous propose d'écouter Christiane Taubira, justement. C'était lors de l'université d'été du Parti Socialiste le 24 août dernier. La peine de probation, comme je vous l'ai dit, nous l'appelons, nous, la contrainte pénale. Il s'agit d'une peine au milieu ouvert qui s'ajoute à l'arsenal répressif actuel. C'est donc une peine de grande contrainte, mais qui ne désocialise pas. Et donc qui va incontestablement, comme on a constaté dans les pays qui pratiquent déjà cette peine, va contribuer sérieusement, significativement à réduire les risques de récidive. Vous avez apaisé les craintes du ministre de l'Intérieur ? Moi, le ministre de l'Intérieur ne m'a pas dit qu'il avait des craintes. Alors, il a exposé... interrogez le président. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que cette réforme pénale, elle est extrêmement importante. D'abord, elle correspond à un engagement du président de la République. Ça n'était pas un engagement confidentiel. Ensuite, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que sinon, on continue exactement comme maintenant. Voilà, Christiane Taubira. Caroline Fourest. Oui, je crois vraiment que les termes du débat, moi aussi, ne sont pas ceux de soit l'angélisme, soit le réalisme. En l'occurrence, là, ce qui s'affronte, outre le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux, ce qui est bien normal et même très sain en réalité, c'est plutôt une vision
de la généralité contre une vision de la proportionnalité. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des gens qui veulent juger a priori, se faire magistrat à la place des magistrats et considérer, si on leur demande « est-ce que vous considérez que les délinquants sont assez condamnés ?» Mais ils ne diront jamais « oui, ils sont assez condamnés », puisque c'est une telle généralité qui appelle à toujours plus, en réalité, de sanctions. Donc, dans ces cas-là, on n'arrête jamais le populisme, et en l'occurrence, c'est bien un populisme dont il s'agit. La réforme pénale propose simplement plus de proportionnalité et d'individualité, c'est-à-dire de refaire confiance aux magistrats pour savoir, face à un cas précis, qu'est-ce qui sera le plus efficace pour éviter la récidive. Personne ne veut l'encourager, tout le monde cherche le meilleur moyen de l'éviter. Mais il y a quand même une donnée qu'il faut aussi intégrer, c'est que tout le monde nous explique qu'en gros qu'on n'est pas assez répressif, mais nos prisons sont pleines, elles sont pleines à craquer. Est-ce que c'est pas non plus une donnée importante de ce problème ? Je voudrais quand même rappeler que le taux d'emprisonnement en France est beaucoup plus faible que dans la moyenne mais européenne. Mais à cause de ça, Brice Couturier, parce qu'il n'y a plus de place. Oui, évidemment, quand on refuse de construire de nouvelles places en prison, les prisons sont pleines. Mais je voudrais pour juste citer Laurent Bouvet, parce que vous êtes tous ici pour dire qu'il n'y a pas de différence entre la gauche sécuritaire et la gauche angélique. Alors, je ne suis pas un grand politologue, je vais juste citer Laurent Bouvet qui, lui, dit le contraire. Dans La Croix, il y a très peu de temps, c'était le 15 août 2012. Il y a toujours eu une gauche anti-autoritaire face à une gauche républicaine attachée à l'ordre public. Pour la première, c'est le dominé qui compte avant tout et doit être pris en compte dans la politique publique. Elle rejette la répression au nom de la défense des populations en difficulté et donc excuse, voire justifie la délinquance. Elle est par ailleurs très soucieuse d'éviter toute stigmatisation. L'autre gauche est plus réaliste sur les questions de sécurité et adopte une position de principe juridique, celle de l'application de la loi dans un état de droit. Donc il y a bien deux gauches. Alors attendez, Denis Salas et Karine Foïs, je voudrais que Denis Salas s'exprime tout de même. Prenons la droite et la gauche. À droite, pendant plusieurs années, le discours sur la sécurité était simple, simpliste, je l'ai appelé populiste à l'époque. La police interpelle, la justice condamne. Point à la ligne. Donc un discours simple qui se prive totalement d'un dialogue avec cette particularité que vient d'évoquer Karine Foïs à l'égard des auteurs et des victimes, et qui se borne à affirmer une pétition de principe simple où chacun a effectivement son rôle et qui fait bon sens auprès de l'opinion publique. La gauche, elle, de son côté, s'est longuement défendue de sa posture d'angélisme qu'on lui a reproché et qui n'a pas trouvé actuellement de doctrine, je dirais, alternative capable de faire face au discours politique sécuritaire affirmé par la droite. Donc il y a une recherche d'équilibre que traduit bien l'avant-projet qui va être discuté prochainement par le Conseil d'État et passé en Conseil des ministres, entre effectivement une gauche qui cherche à renouer avec le grand discours républicain d'individualisation des peines qui avait été affirmé notamment au début du siècle par des grands juristes et des grands politiques. Et c'est le discours que porte Madame Taubira. Et puis une autre gauche, j'y viens Brice, et une autre gauche qui effectivement est beaucoup plus soucieuse de coller un électorat populaire et qui veut au contraire freiner à cet égard. D'où le projet en demi-teinte, l'arbitrage en demi-teinte de Hérault, qui d'un côté refuse l'abolition de la rétention de sûreté, on y reviendra peut-être, qui était quand même un problème considérable, qui refuse de réduire les aménagements de peine, et qui d'un autre côté, effectivement, admet la contrainte pénale, qui est une peine plus douce. Donc on est dans une recherche d'équilibre qui n'est pas à ce jour trouvée entre ces deux gauches. La contrainte pénale, qui avait été au départ baptisée sous le terme de peine de probation, qui est déjà en place dans plusieurs pays, le Royaume-Uni, la Suède et le Canada. Donc c'est une réponse pénale alternative à l'incarcération, mais il faut bien préciser qu'elle n'est pas déconnectée totalement de l'incarcération, puisque en cas de non-respect de certaines obligations, le juge d'application des peines peut décider d'une incarcération dont la durée ne pourra excéder la moitié de la durée de la contrainte pénale. Caroline Fourest. Non, mais toujours pour prolonger ce débat sur les deux gauches, entre la gauche angélique et la gauche qui assume le principe d'autorité. Autant je pense que cette division est tout à fait juste sur des sujets comme l'intégrisme, le terrorisme, c'est-à-dire des sujets où il y a des positions idéologiques à avoir et où il existe effectivement une gauche angélique et une gauche plus républicaine qui assume qu'il y a des problèmes sur la table et qu'il faut les affronter. Autant je pense que ce clivage n'est pas valide sur des questions de justice, justement à cause du principe de proportionnalité, d'individualité des cas et des affaires. Le contexte dont nous parlons du bijoutier à Nice, c'était quand même assez exemplaire. Personne ne soutient à gauche qu'on a le droit de braquer un bijoutier. Il n'y a pas d'angélisme dans cette affaire. La question, c'est de savoir si tirer dans le dos de quelqu'un qui est en train de s'enfuir est un cas juridique au nom de légitime défense. Si on considère que la morale
passe devant la justice, l'autodéfense passe devant la légitime défense. Nous ne sommes plus du tout dans le même système démocratique. Antoine Garapon ? Oui, je pense que la sécurité est une question trop importante pour être laissée à l'idéologie. Je prendrai deux exemples. L'exemple de Tony Blair, qui est un homme de gauche et qui opère une véritable révolution que connaissent un nombre grandissant de pays similaires au nôtre, qui est de distinguer la répression, et nous sommes tous, je suis personnellement pour la répression pour les crimes graves, une répression intelligente, une répression efficace. La prison n'est pas efficace pour les petits délits, au contraire, elle est extrêmement délétère, et nous avons toujours du mal en France à penser les petites peines indépendamment de la prison. L'exemple américain qui a établi des peines automatiques. La peine automatique, c'est le carburant pour faire flamber la population pénale, et aujourd'hui, les Américains ne s'en sortent plus. Ils ont un taux d'incarcération qui est de 6-7 fois supérieur au nôtre, et la politique elle a décru. Et contrairement à ce que vient de dire... Et la criminalité aussi est en forte baisse aux États-Unis, puisqu'il y a 2 fois moins de crimes qu'il y a 10 ans, et que la ville de New York est devenue plus sûre que la ville de Marseille. Donc ça a une certaine efficacité tout de même, cette répression. Oui, mais c'est pas la prison, c'est une conjonction de facteurs, et c'est pour ça que je reviens sur plus de policiers à Nice, parce que ça me semble extrêmement naïf. Le problème, c'est que l'opinion va se satisfaire de solutions extrêmement naïves et qui ne marchent pas. C'est pas en envoyant 60 ou 100 ou 200 policiers de plus à Nice ou à Marseille. La lutte contre la délinquance est un problème sérieux qui a réuni de la connaissance, qui doit être confié à des professionnels, et on sait que faire réduire la délinquance... la population, quoi. Écarter l'électorat, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, je veux dire que la délinquance... Faites attention. L'expérience de New York, par exemple, est très intéressante. C'est qu'on sait... C'est la conjonction de 3 choses. Un facteur démographique, les baby-boomers baissés, un facteur répressif et un facteur de politique sociale ciblée. On connaît les causes. Bon. Et je pense que pour Marseille, ou pour Nice, il faut des actions combinées d'infiltration et de répression, bien sûr, mais ce n'est pas uniquement les peines planchées, c'est une imposture que de faire croire à l'opinion que ça va suffire. Y compris le face-à-face entre la police et la population. Les zones urbaines prioritaires défendues par Manuel Valls sont des zones d'intervention policière. Donc si vous mettez face à face la population pour faire sauter les points de deal, évidemment, parce que c'est là le but de ces genres d'opérations. Mais si vous le mettez face à face, vous créez de la violence. Et l'intérêt de ces opérations, c'est ce n'est pas et la police, vous voulez dire, entre la violence de confrontation entre la population. Ah non, la population, elle souffre des dealers, elle n'est pas de leur côté. Elle est au milieu de la situation, vous le savez bien. Elle est au milieu et elle partage la souffrance collective qui se développe. Donc l'important, c'est effectivement, c'est pas ce face-à-face mortifère entre une police et la population, c'est d'introduire des médiations sociales, associatives, de quartier, qui permettent d'atténuer cette confrontation afin d'introduire le lien social dans ce face-à-face. Peut-être pour vous mettre d'accord, encore que c'est pas mon rôle ici, vous dites ce que vous voulez, la parole est libre. Est-ce que tout de même il n'y a pas un angélisme tout de même de gauche dans cette volonté de créer cette nouvelle, faire cette réforme pénale, avec les moyens? Tout de même, on voit aujourd'hui dans le Figaro qu'un syndicaliste qui est le secrétaire général donc du principal syndicat des services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui est tout de même relativement bien placé sans doute pour donner son avis, dit qu'il faudrait recruter au moins 1500 conseillers d'insertion et de probation. Il y en a eu pour l'instant 300 et que du coup le volume tout de même des démarches et des suivis, surtout avec le suivi individualisé, demandant vraiment du personnel, quand on sait dans quel état est le budget de la justice, on peut penser que là il y a tout de même une sorte d'angélisme, non, à dire, bien sûr, faisons une loi idéale, elle marche aux États-Unis, elle marche en Suède, mais avec quels moyens, si on n'y met pas justement les moyens de Denis Salasco? La réforme s'accompagne de moyens, justement, c'est un des points forts de la réforme Taubira, en termes d'effectifs de conseil d'insertion de probation et de juge d'application des peines, donc c'est pas un volet qui est oublié par la réforme, fort heureusement, mais elle demande aussi que ces moyens sont utilisés avec une sorte d'intelligence de la peine. On critique beaucoup la contrainte pénale en l'assimilant à l'angélisme judiciaire de gauche. Mais en même temps, si vous voulez... Attendez, qu'est-ce qu'elle propose de plus qu'aux très nombreux dispositifs alternatifs comme le sursis, la mise à l'épreuve et tout ça? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, la contrainte pénale? Factuellement, Factuellement, l'idée initiale, mais qui n'est pas retenue par le projet de loi, c'était de la déconnecter complètement de l'emprisonnement.
de faire une pure peine d'obligation qui astreint effectivement l'individu à s'acquitter de ses obligations. Prenons un exemple. C'est là que ça a fait clash avec tout de même le ministère de l'Intérieur, du coup. Mais il faut prendre un exemple pour que les gens comprennent, parce que sinon on n'arrive pas à saisir. Prenons un exemple. Vous avez des audiences correctionnelles que nous savons avec Antoine qui sont consacrées au non-paiement de pension alimentaire. Oui. Le non-paiement de pension alimentaire, c'est 2 ans d'emprisonnement dans les textes. Alors, oui, ah bon ? Oui, 2 ans d'emprisonnement, c'est prévu par la loi. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est intelligent de mettre ces personnes en détention ou de les menacer de prison? L'intérêt, c'est effectivement, au contraire, on peut imaginer en tout cas, une contrainte pénale qui les oblige à payer cette pension alimentaire, de les laisser détenteurs de leur travail, en prison et perdant leur travail et leur logement, rappelons-le quand même, afin de pouvoir miser sur leur capacité de payer leurs dettes à la société et puis à leurs obligations contractuelles. Donc là, la contrainte pénale prend tout son sens. Prenons un autre exemple, la délinquance routière, dont les chiffres sont catastrophiques en termes de récidive. On met en prison, mais ça ne sert strictement à rien, les gens continuent. Est-ce que vous ne pensez pas que là, une contrainte pénale, mais imaginée, conçue localement, expérimentée par des procureurs qui font preuve de... Ce ne serait pas plus utile de faire en sorte que ces délinquants récidivistes de la route, et on sait qu'ils sont très nombreux, leur faire des stages, des cours, des stages dans les hôpitaux, ou supprimer la voiture, peut-être carrément, ou des confiscations. Mais c'est des solutions. La confiscation des véhicules, ça se pratique d'ailleurs assez fréquemment, mais il faudrait développer ce genre de... Là, c'est un peu tout ça la contrainte pénale. Résoudre le problème de ces petits délits, non pas par la prison dont ils sortent au bout de très peu de temps. 60% des personnes incarcérées sortent au bout de 6 mois, je le rappelle. Alors il faut éviter cette espèce de sortie sèche qui ne donne rien, mais nourrir la prison, nourrir plutôt la peine d'une intelligence de contenu qui mérite quand même là une réflexion supplémentaire au terme des politiques pénales et de la jurisprudence. Caroline Fourest. Mais voilà pourquoi c'est si passionnant de rappeler les contextes. Parce qu'évidemment, si on pense à des cas de récidive à propos de braqueurs, on n'a pas du tout le même regard qu'à propos de délits routiers ou de pensions alimentaires. Et la position sur le bracelet électronique, puisque l'idée aussi de la réforme, c'est de trouver des peines alternatives, à la fois des sorties progressives et pas des sorties sèches de prison, d'éviter des emprisonnements inutiles et de trouver des peines alternatives. Le bracelet électronique qui est si décrié comme un acte d'angélisme, on voit bien que dans le cas du bijoutier de Nice qui n'a pas été incarcéré, ça semble réjouir ses supporters qu'on ait trouvé une solution alternative. Donc c'est bien une question de contexte et c'est pas donc un angélisme de principe. Par contre, c'est vrai qu'il y a un optimisme sur les moyens, parce que pour le coup, tous ces aménagements, s'ils ne sont pas suivis de personnel extrêmement formé, extrêmement attentif, créent des failles dans le dispositif de suivi, beaucoup plus sûrement que l'incarcération. Je rappelle, c'est encore ce que dit donc, le syndicaliste, là, qui est donc, le Olivier Caquino dans le Figaro, le secrétaire général de la SNEPA FSU, principal syndicat des services pénitentiaires et d'insertion et de probation. Il n'est pas contre ces questions-là, mais il dit voilà, on va vraiment manquer de moyens. Et il demande à la ministre un plan pluriannuel pour essayer de recruter ces 1500 personnes au moins sur 4 ans. Ouais. L'individualisation demande des moyens. Le bracelet électronique demande aussi un suivi dans chaque situation individuelle. C'est pas faire preuve d'angélisme de mettre un bracelet électronique. Il faut l'avoir porté un certain nombre de mois pour le comprendre. C'est une contrainte considérable que les gens supportent très difficilement et pendant un temps relativement limité. On l'a expérimenté, on le sait maintenant. Donc il faut aussi considérer tout cela. Alors cela dit, je vois bien que vous voulez réfuter les termes du débat qu'a lancé Brice Couturier à 8h15. Je vais quand même me faire son avocat au camarade Couturier. Et on n'a quand même pas été totalement aveugle ni sourd, Antoine Garapon et Denis Salas. Il y a bien un débat, il y a bien tout de même une controverse entre justement un ministre de gauche, Manuel Valls, et une ministre de gauche, Christiane Taubira. Elle porte bien sûr quand même des termes. Alors est-ce qu'il faut les affubler de l'angélisme contre le réalisme ? Peut-être pas, je ne sais pas. Mais il y a bien quand même un conflit, puisqu'il y a des intérêts différents. Les intérêts de la police d'un côté, et voilà, les intérêts de la police d'un côté et de la justice de l'autre. Et puis il y a des idéologues et des élus aussi. Non mais voilà, enfin quand même. Je trouve que cette dichotomie... Ça a eu lieu quand même, sous les regards des caméras, des micros. C'est une constante d'ailleurs de la vie politique française et je trouve que c'est personnellement, je la vis comme une faiblesse de notre culture
politique. Parce que précisément, s'il y a un domaine dans lequel nous devrions nous réunir sur les évidences, et encore une fois sur les évidences chiffrées, établies, expérimentées, c'est bien le domaine de la justice et le domaine de la réinsertion. On sait, un chiffre parmi tant d'autres... Oui, mais la politique recouvre tout ça. Le Parisien d'aujourd'hui nous dit au fond que Valls, étant le ministre de gauche préféré les Français, est vécu et perçu comme en plus sans doute un bon rempart anti-Front National. Donc il faut bien qu'il donne des gages au sentiment d'insécurité que ressentent les gens par rapport à une politique de gauche, mais qui ne serait pas dite angélique. 10%. Donc là, la justice, elle est je ne peux pas répondre sur les termes politiques, c'est pas ma catégorie de pensée, et pas en tout cas pas ici, et encore moins en tant que magistrat. Mais par exemple, un chiffre, 10% des détenus sortent, ils sont sans domicile fixe. Donc ça veut dire que 10% des détenus sortent, ils n'ont pas de logement. Que fait quelqu'un qui n'a pas de logement ? Nous savons qu'un nombre important de détenus sont dans un état psychiatrique extrêmement détérioré, qu'il y a des addictions à l'alcool et extrêmement importantes, surreprésentées, le taux de suicide est 5 fois supérieur, etc. Bref, en d'autres termes, la prison est une ressource chère et rare, et dont il faut garder la rareté pour qu'elle soit plus efficace. Nous avons 135% de suroccupation dans une maison d'arrêt, c'est-à-dire la maison qui accueille les personnes qui viennent d'être mises en détention. C'est extrêmement difficile à vivre pour tous, pour les détenus et pour les personnels, comme vous le rappeliez. Donc moi, je rêve d'une république qui se réunirait sur la raison et non pas sur les passions. Sur un total de 251 prisons, 124 établissements sont en situation de surpopulation carcérale. Et dans un état pitoyable, comme l'ont rappelé plusieurs rapports parlementaires successifs, de droite et de gauche confondus d'ailleurs. Une courte question, Caroline Forest, on va arriver presque au bout. Et juste un point aussi qui peut peut-être réconcilier tous les républicains. Dans ces prisons surpeuplées, on sait aussi que c'est le lieu de recrutement, de prosélytisme, d'endurcissement pour les intégristes phénoménales. C'est-à-dire que vous avez des petits délinquants, si vous les mettez directement dans les bras de gens qui peuvent les transformer en gros délinquants et en intégristes, à la sortie, ils seront pires qu'en entrant. Tout petit, Brice Couturier. Écoutez, juste un petit mot de conclusion, mais je voudrais dire que la meilleure façon de mettre fin au populisme pénal dont vous semblez tous regretter ici qu'elle ait contaminé aussi la gauche, ça serait de faire baisser la délinquance. Alors, je rappelle que les chiffres sont très préoccupants, que les cambriolages ont progressé de 13% en un an, que les vols à la tire ont progressé de 13 à 35% selon qu'on prenne les chiffres de la police ou de la gendarmerie, et que les vols avec violence ont progressé aussi. Moi, je trouve que le débat interne à la gauche et interne à la gauche de gouvernement actuellement n'est pas un débat qui est, je dirais, qu'il faut regretter particulièrement. Je pense au contraire qu'il est bon, parce que Valls et Taubira sont face à deux opinions publiques différentes. Une opinion publique, je dirais, de policiers internes à leur ministère, et une opinion publique de magistrats. Donc il y a deux opinions publiques et deux doctrines. Du côté de Valls, on est plutôt du côté de la dissuasion. On montre sa force pour faire reculer la délinquance. Du côté de Taubira, on est plutôt du côté de la réhabilitation, de la réinsertion. Et du côté de l'un et l'autre bord se réclame de l'efficacité dans la peine. Donc je pense qu'il est bon que ce débat existe. Il prépare plus tard un débat plus large qui aura lieu au Parlement et qui permettra peut-être de trouver une solution partagée. Vous noterez qu'on a repoussé tout de même les échéances de ce débat à après les élections municipales, ce qu'il a aussi tout de même... oui, désolé Antoine Garapon, mais... Non, on est bien d'accord. La politique, on est bien d'accord, je crois qu'on s'en méfie un peu quand même de ce projet. Le but de toute politique sur ses répercussions électorales. Et le but de la contrainte pénale est bien de faire baisser la délinquance en faisant baisser la récidive. Une sortie sèche de prison est plus récidivante qu'une sortie préparée. Merci messieurs, restez avec nous dans un instant. Ce qui nous arrive sur la toile en musique et en culture, entre autres. Merci donc Antoine Garapon. Le bien commun de jeudi prochain, si vous savez sur quoi il porte ou pas encore? Eh bien justement, il va porter sur la contrainte pénale et on prendra le temps pour expliquer. On continuera. Vous avez fait une très bonne émission sur les drones jeudi dernier, je vais vous dire. C'est passionnant. Denis Salas, merci à vous. Je rappelle entre autres la volonté de punir essai sur le populisme pénal en 2005 chez Pluriel.